La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le chef de l'État a présidé ce vendredi une réunion de crise sur la flambée des cas de Covid-19 au Togo. Plus de 100 cas enregistrés en une seule journée. Cela appelle à une redéfinition des mesures de riposte. C'est ce qui a été discuté ensemble avec le gouvernement et le conseil scientifique. Demain, samedi 20 mars, journée internationale de la francophonie, une célébration axée sur la femme résiliente en période de crise. Les activités au programme ont été donc dévoilées ce vendredi. Nous vous en parlerons avec Luc Assis dans ce journal. Réunion de crise donc ce vendredi au palais de la présidence de la République entre les chefs de l'exécutif, le gouvernement et le conseil scientifique. La flambée des cas de Covid-19 ces dernières semaines dans notre pays inquiète. L'on pense à redéfinir des stratégies de riposte encore plus efficaces. Écoutons le président du conseil scientifique au sortir des échanges. Professeur Didier Ekwevi est au micro de Ramdan Bassina. Nous avons une réunion de crise avec le chef de l'État pour discuter actuellement de la flambée que nous constatons au Togo. C'est-à-dire que nous avons maintenant en moyenne 600 cas par semaine, soit à peu près 100 cas chaque jour. Et cette augmentation de cas est constatée depuis la première semaine du mois de janvier. Donc nous avons discuté avec le chef de l'État et les membres du gouvernement des différentes stratégies qu'on pourrait proposer pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie. Pour nous, au niveau du conseil scientifique, c'est de réfléchir bien pour proposer une solution qui soit adaptée au contexte togolais pour pouvoir très vite contrôler la courbe que nous observons actuellement. Comme vous pouvez le constater, hier nous avons eu plus d'une centaine de cas et hier nous avons eu aussi 4 décès. Et l'épidémie se concentre essentiellement dans le Grand Lomé. Donc nous ne pourrons pas rester sans proposer de nouvelles mesures et c'est ces mesures sur lesquelles nous allons essayer de réfléchir au cours de ce week-end pour transmettre le plus rapidement au gouvernement des propositions et ceci sera fait d'ici lundi ou mardi. Il s'agissait de dire un langage de vérité en insistant sur les points forts, ce qui a marché jusqu'à ce jour et aussi toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la gestion de cette épidémie. Et donc nous sommes satisfaits des échanges. Maintenant, il faut qu'on aille travailler pour pouvoir trouver et proposer des solutions très rapidement. Et on va faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. Vous allez le voir, les chiffres quotidiens aujourd'hui ne sont pas rassurants. À ce jour, donc, de vendredi 19 mars 2021, le nombre de cas confirmés est de 8 695, 113 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 131. 53 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 1462 et le nombre de décès est de 102. Le point est signé donc dans un communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Autre sujet dans ce journal, plus d'1,9 milliard de francs CFA seront consacrés cette année au fonctionnement de l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. C'est l'une des décisions prises ce vendredi à la 38e session du conseil d'administration de l'institution qui s'est tenue à Lomé en visioconférence. On fait le point avec Jeanne Bamazé et Kwesala. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO devra gérer pour l'année 2021 un peu plus d'1,9 milliard de francs CFA pour ses activités. Décision prise à la 38e session ordinaire tenue ici à Lomé. C'est depuis la capitale togolaise que le présidium du Conseil a animé les travaux avec les autres ministres des États membres. Pour la première fois dans l'histoire de l'institution, cette session se tient par visioconférence. Covid-19 oblige. La crise sanitaire n'a pas épargné les activités de l'EAMO. L'institution a pris cependant des initiatives pour y faire face. Je voudrais ici féliciter l'équipe dirigeante qui a su
faire montre d'ingéniosité pour faire dérouler les cours par un mode hybride, en présentiel et à distance, évitant ainsi le chaos d'une année inachevée. La 38e session ordinaire qui s'ouvre se veut celle qui entérine les progrès accomplis ensemble et celle qui ouvre de nouvelles perspectives à notre organisation commune. Cette session devra dégager un consensus pour doter en priorité notre institution commune d'un budget conséquent devant lui permettre de faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Jusqu'ici, certains des 14 États membres de l'EAMO n'arrivent plus à s'acquitter de leurs cotisations réglementaires. Le vice-président du conseil d'administration, le ministre Iwa Teba, en appelle à l'engagement de tous pour permettre à l'institution de mieux faire face aux défis qui s'imposent. Nous sommes actuellement acculés par une pandémie où les besoins de formation et en équipement font que nous devons passer donc à la mixité des cours, notamment en présentiel et à distance, ce qui coûte beaucoup d'argent. Cela donc nous amène à dire aux États de faire un grand effort pour que nous puissions effectivement aider l'école sur le plan financier. Il faut aussi dire que d'autres défis nous attendent. Ce sont des défis de modernisation. Nos villes africaines, nous le dirons assez, sont des villes qui ne dépassent pas 4 mètres de hauteur. Parfois, toute une ville peut être contenue dans un seul quartier. Donc, vous avez la lourde mission de réfléchir sur la ville de demain, en termes de maîtrise de l'énergie, en termes de maîtrise de la logistique du transport et en termes de gestion des déchets, en termes de gestion urbaine tout simplement. Les travaux de la 38e session ordinaire ont débouché sur la désignation d'un nouveau président du conseil d'administration. Le choix est porté sur le ministre burkinabé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Al-Kassoum Maïga. Le conseil s'est donné rendez-vous au mois de novembre 2021 à Ouagadougou pour sa prochaine session. Et on va parler gestion des communes pour soutenir donc la gestion des communes. Un guide national d'élaboration de plans de développement communal est en préparation. Il est rédigé déjà et est soumis à l'épreuve de la validation. Nous avons alors voulu savoir de quoi le document il parle concrètement et quels changements il apportera à la vie des communes. Le sujet est signé Marie-Ange Bida. Un document subdivisé en 3 chapitres et qui retrace les différentes phases de conception d'un plan de développement communal. C'est le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal qui est fin prêt. C'est une forme actualisée et harmonisée du guide de plans de développement communaux élaboré en 2014. Ces tests soumis à validation augurent des lendemains meilleurs en termes de gestion et de développement des communes au Togo. Les communes actuelles présentent un nouvel espace territorial, une nouvelle population et une nouvelle réalité économique. Ce qui veut dire que ça nous ouvre maintenant la voie de pouvoir élaborer les plans de développement de nos communes. Et donc voilà ce qui est très important, parce que sans ce guide, eh bien, nous ne serons pas sûrs d'élaborer des plans de développement qui soient en harmonie, par exemple avec le PND, le plan national de développement, et les ODD par exemple. Donc ce plan cadre toutes les communes dans le sens de ce qu'il faut faire pour amorcer le développement de nos communes pour ne pas naviguer à vue. La validation de ce guide version 2021 a réuni entre autres les cadres du ministère en charge du développement des territoires et celui de la décentralisation, les maires représentant les 5 régions du Togo et le district autonome du Grand Lomé. Le monde est en perpétuelle croissance et toutes les structures doivent s'y adapter. Et en amorçant ce processus, le Togo veut tirer son épingle du jeu. Le Togo évolue et avec lui, comme vous le constatez bien, son organisation territoriale. La création et les dénominations des 117 communes en 2018, ainsi que l'élection en juin et en août 2019 des 1527 conseillers municipaux en sont, entre autres, des témoignages de la vitalité du processus de décentralisation dans lequel le président de la République, son Excellence, M. Faure Ezozemna Yassingbe, a résolument engagé notre pays.
Désormais, pour améliorer la vie quotidienne locale, une bonne partie des politiques publiques seront élaborées et mises en œuvre au plus près des résidents des territoires. Ainsi, nos collectivités locales portent de plus en plus l'essentiel des actions publiques. Cette opération qui nous rassemble ce jour en ces lieux répond à plusieurs impératifs, entre autres. La nécessité de mieux accompagner les communes dans la planification de leur développement en mettant à leur disposition un guide qui tient compte des orientations stratégiques du PND basées sur les objectifs du développement durable et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La prise en compte dans le processus de planification locale des thèmes émergents absents du guide de 2014, notamment l'économie numérique, le dividende démographique, l'économie locale, l'emploi des jeunes, etc. Le processus d'actualisation du guide de 2014 qui tend à sa fin aidera à donner sans nul doute un nouveau élan au développement des territoires et partant à l'ensemble du territoire. Le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal après cette étape de validation sera mis à disposition des 117 communes du Togo. Et ce, afin qu'elles aboutissent à une gestion efficace des territoires qui leur sont attribués. La GIZ et l'Union européenne ont apporté leur expertise à cette initiative. Et la ressource humaine qui pilote les communes est également formée à une meilleure gestion des territoires locaux. Le programme de développement de gouvernance locale qui soutient donc les communes a invité à Lomé des élus locaux pour une session de formation. Ils y sont et on en parle avec Robert Potogbe et Sonia Aminipo. Avec la communalisation effective au Togo, les élus locaux ont d'énormes défis à relever dans la gestion de la municipalité. Ils vont de la maîtrise des ressources humaines à la motivation du personnel et à l'obligation de résultats. Préoccupée pour un service de qualité dans les communes, la GIZ, à travers le programme de décentralisation et gouvernance locale PRODEGOL, offre 2 jours de formation aux maires et leurs adjoints et les secrétaires généraux de Cloto 1, Yoto 2 et Zio 1. Arrivés d'origine ou de sources différentes, chacun pense à comment il peut faire le travail pour que ça marche. Or, dans cette précipitation, il est clair que on ne s'entend pas bien. Donc, il faut mettre des normes et aider les gens à obtenir des outils de management pour pouvoir se comprendre et bien faire le travail. Il est important que les managers connaissent les outils de gestion de conflits. Ils doivent travailler en équipe. Le travail communal nécessite que l'on délègue des responsabilités parce que le maire seul ne peut pas tout faire. Comment doit se faire cette délégation? Comment cette délégation doit être comprise? Comment est-ce qu'elle doit être assumée? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour coacher ceux à qui on a délégué une partie du pouvoir. Ils vont aborder aussi les techniques de conduite et d'animation des sessions municipales et des réunions intercommunales. Le PRODEGOL appuie la direction de la décentralisation et des collectivités territoriales à doter les communes du Togo d'outils de gestion, d'auto-évaluation et le guide de gestion. Entame de saison pluvieuse, le gouvernement fait le point sur les mesures de prévention des inondations et autres catastrophes. Jeudi, une réunion multisectorielle s'est tenue à la primature sous la direction de la chef du gouvernement. On vous propose le compte rendu de la rencontre avec Yasmine Koudia. Réunion de concertation à la primature pour la prévention et la gestion des risques d'inondation durant la période de pluie. Avec les acteurs de la gestion des risques et catastrophes, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Doubé fait le point de l'existant et passe des consignes. Madame le Premier ministre a situé les responsabilités de chaque acteur, les responsabilités de l'État, les responsabilités des élus locaux. Aujourd'hui, nous avons des caniveaux qui sont bouchés, qui sont le fait de l'incivisme de certains de nos concitoyens.
C'est au maire de veiller à ce que l'État a construit soit toujours utilisable. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour la construction de grands ouvrages, notamment le 4e lac et les bassins de rétention qui ont permis un tant soit peu au Grand Lomé d'échapper aux inondations ces dernières années. Mais face aux actes inciviques, les maires et les préfets sont appelés à jouer leur partition. Nous, les maires, nous devons jouer un rôle important pour parler à nos populations afin qu'elles puissent faire un devoir de citoyen pour mettre la ville, nos communes, dans un état de propreté. C'est toujours amener nos communautés à utiliser les ouvrages mis à leur disposition. Il nous revient également d'entretenir les ouvrages construits par le gouvernement. Nous avons pris l'engagement de continuer la sensibilisation des populations dans le respect de ce qui est déjà acquis. Nous avons également pris l'engagement, il faut le dire, que nous allons passer à la sanction. Ceci conformément à la loi en vigueur. C'est face à ce sempiternel problème d'inondation que le gouvernement a mis en place des structures de gestion des risques et catastrophes. Sur la gestion, l'Agence nationale de protection civile est au cœur de cette action-là, la protection sociale aussi, et toutes ces agences et ces ministères concernés ont fait part de leur niveau de préparation aujourd'hui pour répondre éventuellement à ces catastrophes si elles venaient à avoir lieu. Comme chaque année, le ciel promet sa saison. À chaque citoyen de prendre ses précautions. Faut-il le rappeler, la dernière campagne nationale d'assistance aux victimes de catastrophes au Togo a coûté près de 250 millions de nos francs à l'État. Le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a offert 16 550 tables-bancs aux 6 régions éducatives du Togo. Cela devrait soutenir les établissements en déficit de cet équipement. Sonia Amini pour nous en parler. Des tables-bancs destinés aux établissements scolaires de la région éducative Golfe, des communes de Lomé et au reste des établissements du Togo. Un don du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires pour combler le déficit en table-bancs dont le secteur est confronté. Une démarche pour améliorer les conditions de travail aussi bien des enseignants que des apprenants. Vraiment, ce geste est vraiment à saluer. Parce que dès la rentrée, nous avons rencontré assez de problèmes à la disposition des enfants. Et surtout, les enfants ne seront plus attroupés dans les classes. Ça facilite à l'enseignant de passer son cours. Ça facilite aux enfants aussi de suivre. Conscient des défis auxquels le secteur fait face, le ministre Kokoloko rassure les acteurs et renouvelle l'engagement du gouvernement à trouver des solutions réalistes et idoines. La confiance ne se présume pas, elle s'accorde et se prouve par des actes. La présente cérémonie de remise de table-banc, non pas exclusivement à la préfecture d'Agouanivi, mais dans toutes les régions éducatives du Togo, en porte témoignage. Le gouvernement togolais, sous l'autorité de son Excellence M. Faure Gnassingbé, ne se débine pas devant les difficultés. Le gouvernement togolais assume les difficultés qui sont les nôtres et trouve au jour le jour des solutions les plus réalistes et idoines. Que retenir de cette manifestation qui s'inscrit dans une dynamique plurielle? Oui, le secteur éducatif est en difficulté. Ne nions pas ces difficultés et affrontons-les en hommes décidés et engagés. Pour le ministre, le secteur éducatif, conformément aux engagements politiques du chef de l'État et à la feuille de route du gouvernement, est au cœur de l'agenda politique. Cette préoccupation ou cet intérêt particulier pour le secteur éducatif est à plusieurs volets. Sur le plan infrastructurel, je peux vous rassurer que le gouvernement n'a pas peur et le gouvernement construira des salles de classe autant pour les enseignants que pour les apprenants. Quand dire, c'est faire. Et ce sera fait. Au plan institutionnel, je peux vous dire que les réformes du baccalauréat
les réformes de l'ENI et de l'ENES auront bel et bien lieu. Parce qu'à la vérité, l'enseignement, c'est d'abord une passion. C'est un sacerdoce avant d'être accessoirement un salaire. Et parlant d'ailleurs de la condition enseignante, le gouvernement en a beaucoup fait, autant pour les enseignants des établissements scolaires que pour les universitaires, sachant que nous devrions en faire davantage. Et je peux vous assurer, la condition enseignante reste dans le mélioratif et nous en ferons toujours en fonction aussi de l'enveloppe financière disponible. Au total, 16 550 tables bancs sont offertes par le ministère. Elles vont être réparties dans les 6 régions éducatives du Togo. Cette action est la première d'une série au profit des acteurs éducatifs togolais, à en croire le ministre de tutelle. Et des initiatives privées soutiennent également le bien-être de l'école au Togo. On va se rendre dans le canton de Djagblé, dans la commune de Zion 1. L'école primaire publique de Gbamahlan, précisément, a fait peau neuve. L'établissement a bénéficié de travaux d'électrification, des infrastructures d'eau et des latrines. Les travaux ont été réalisés par l'Union des jeunes pour le développement et financés par l'association Redonnons Espoir. Réception du joyau avec Yatar Hatem. 3 bâtiments scolaires entièrement rénovés et électrifiés, un forage et des latrines réceptionnés au profit des élèves de l'école primaire publique de Gbamahlan dans le canton de Djadblé, commune Zion 1. Cette action est l'œuvre de l'ONG Union des jeunes pour le développement avec l'appui financier de leurs partenaires Redonnons Espoir. Ici on a du dur, on a de l'eau, l'eau c'est la vie, on a des latrines. Je pense qu'il faudrait concentrer nos efforts ailleurs et souhaiter que d'autres ONG puissent venir continuer ce qu'on a commencé. Alors moi je dirais aux élèves de travailler, c'est mon plus beau cadeau. Travailler, travailler, travailler pour réussir. Aux enseignants, courage, parce que c'est un sacerdoce de pouvoir prendre soin de nos enfants, personne demain. Et aux parents que j'exhorte pour éduquer leurs enfants, pour savoir prendre soin de ce qu'on leur donne. À cette cérémonie, des sacs d'écoliers avec plaques solaires ont été offerts aux élèves de l'établissement. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Ils viennent de nous faire le badigeonnage pour la lumière. Nous sommes très fiers. Brisons la chaîne de transmission du Covid-19. C'est le message que le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a apporté à la population d'ici pour la circonstance. Faisons en sorte que partout dans les maisons, dans les écoles, au marché, nous soyons très prudents, que chacun continue à porter des masques. Parce que quand on parle de coronavirus, c'est quelque chose de très grave. Et nous avons besoin de nos parents, nos grands-parents, des enfants en bonne santé et en vie. 150 sacs d'écoliers ont été distribués et une dizaine de localités ont bénéficié des actions de UGPOD et Redonnons Espoir, estimées à plus de 65 millions de francs CFA. Des actions qui répondent à la politique du gouvernement, rendre l'école accessible à tous et promouvoir les actions de développement local. Éducation toujours, les femmes du secteur ont célébré ce vendredi en différé la journée internationale des droits de la femme. La 44e édition du 8 mars, vous savez, avait posé le débat autour du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est autour de la même thématique que ces femmes du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat se sont retrouvées. On voit cela avec Sonia Amenikou. Les femmes du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat commémorent ici en différé le 8 mars, Journée internationale de la promotion des droits de la femme. Occasion pour elles d'échanger sur leurs conditions de travail et de poser des doléances à l'endroit de leur ministre. Nous avons voulu bien marquer cette journée avec l'accompagnement et l'appui effectif de nos 2 responsables qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour nous permettre de célébrer cet événement
Par rapport aux doléances, en grande ligne, c'est que les femmes soient davantage prises en compte dans la nomination aux postes décisionnels, que nous soyons plus impliqués dans le fonctionnement et la vie de nos départements. Nous avons également demandé la construction des crèches au profit des femmes. Nous avons également parlé de la sensibilisation des hommes, de manière à les amener à soutenir la femme. Lorsque la femme est en train de percer, après avoir salué et félicité leur engagement dans le secteur éducatif, les ministres Odin et Kokoroko ont rassuré ces dernières. Leurs doléances sont tombées dans de bonnes oreilles. Félicitations pour votre mobilisation forte, votre dynamisme et votre engagement au service de l'éducation au Togo. Nous aurons compté toujours sur vous pour que le monde soit bon. Et c'est ce que notre président, Faure Essozimna Yansingbe, a déjà commencé à faire. Donc la lutte pour la promotion de la femme est engagée au plus haut niveau de l'État. Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité et de notre engagement à continuer cette lutte pour, bien sûr, une éducation de qualité. Je prends acte de vos doléances égrenées et je pourrais vous rassurer qu'il y aura des réponses appropriées. À la vérité, vous avez déjà pris le pouvoir. Et je m'interroge sur la nécessité de vous conférer davantage de pouvoir. Alors, je suis heureux de vous voir si heureuse en ce jour. Et je vous dirai simplement, ensemble, changeons notre ministère, changeons la République. Pour la célébration de la 44e édition de cette journée, l'accent est mis sur le leadership des femmes pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Une invite à l'endroit des États du monde pour valoriser davantage le potentiel et le leadership des femmes dans les mécanismes nationaux de riposte de la pandémie et de la relance de l'économie. Et d'une célébration à une autre, la journée internationale de la francophonie, c'est déjà ce samedi 20 mars. Elle est axée également cette année sur la célébration de la femme. Elle met en avant donc la résilience de la jeune féminine en cette période de crise sanitaire. Les activités inscrites au programme au Togo ont été officiellement lancées à Lomé ce vendredi. On parle de jeux verbales, de concours d'éloquence et également d'expositions d'œuvres d'art d'artistes féminins. Lucassi. L'Organisation internationale de la francophonie OIF célèbre pour la 51e fois la diversité culturelle, linguistique et le vivre ensemble de ses États membres. Au cœur de cette célébration, la femme. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'organisation révèle ses valeurs de solidarité, du partage et son attachement à la promotion des jeunes et femmes. C'est le lancement officiel, mais avant cela, il y avait une formation pour les femmes élues qui a été soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons aussi lancé la semaine du cinéma francophone. Il y a les joutes verbales qui se font. Nous avons aussi une résidence actuellement de création d'art plastique qui est composée uniquement de 5 jeunes femmes autour de la question de la résilience toujours. Femmes francophones, femmes résilientes. C'est autour de ce thème que vont se dérouler les activités marquant la célébration de la quinzaine de la francophonie. Un thème qui met en exergue le courage des femmes, leur vulnérabilité, mais aussi leur capacité à surmonter les chocs traumatiques. Pour joindre l'acte à la parole, l'EIF a financé dans ce sens plusieurs projets au Togo. Ce fonds a environ 140 millions de francs pour des projets dans les différentes préfectures comme Savane, Plateau, Rantomé, Lomé, pour des projets qui aident les femmes à surmonter surtout
les difficultés quotidiennes et pour des effets génératrices des revenus. Outre la promotion de la langue française, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, le développement durable et la solidarité, l'éducation et la formation, l'OIF accorde une attention particulière aux jeunes et à la gente féminine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Au revoir et à très bientôt.